une spécificité du Cameroun, puisque ce type d'accord de libre-échange lie l'Union européenne à 93 pays. L'Union européenne, un partenaire manifestement costaud, mais est, tel Père Noël, en train de prêter sa puissance au Cameroun. Quand on se met à droite, l'accord va permettre de rendre fort nos facteurs de production. C'est maintenant qu'il faut acquérir les engins, les machines et autres biens pour permettre l'industrialisation du Cameroun. Mais cela est trop beau pour être vrai pour le citoyen lambda qui se met à gauche. Si le Cameroun a la chance d'avoir une parité fixe de sa monnaie, il court le risque lorsque l'argent coûtera cher sur la place boursière. Autre risque, l'importation de produits finis. Toutes choses qui vont noyer la production locale. Lorsque le taux de douane est très bas, il est dit que côté finances publiques, il y a urgence de prioriser la dépense. Enfin, à gauche ou à droite, Papou pleure pour son pays, le Cameroun, qui ne dispose pas d'un réseau routier qui supportera l'arrivée massive des voitures, on l'imagine. À l'ENAM, Toussaint, le Saint Menjana ne veut pas que sel et sucre se mélangent. C'est un mélange qui dérange. En excluant une demi-dizaine d'étudiants, pour tricherie, le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature montre que l'establishment n'a pas corrompu toute la société camerounaise. Les exclus sont camerounais, tchadiens et centrafricains. Ils avaient été surpris en train de consulter des documents lors de l'épreuve de tronc commun sur l'organisation administrative et politique de l'État. Ce qui était fait divers au départ a pris des allures d'une affaire d'État. Désormais, on parlait de preuves souvent non corrigées. Ce pourrait être les dires d'un enseignant utilisé pour la vengeance. Un peu comme le délégué des étudiants de la section impôts de l'ENAM, menacé de mort selon elle. Au-delà de la problématique des concours à l'ENAM ou à l'IRIC, au-delà de la tricherie souvent décriée dans l'enseignement supérieur, jusqu'où ira Toussaint, le Saint Menjana, avec l'assainissement à l'ENAM? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain, Pierre et Sono. Merci. On revient sur le plateau pour accueillir à présent nos différents panélistes. Aboudi Otou, bonjour, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Vous êtes du journal L'Intégration. Comment se porte votre journal? On peut dire que ça va, ça se porte comme tous les journaux. Donc il y a des difficultés, notamment financières. L'assiette publicitaire, vous savez, le débat autour de l'assiette publicitaire, elle est réduite et elle n'est pas, on peut dire que sa gestion n'est pas transparente. Donc, on fait avec et on essaye d'apporter aux citoyens l'information nécessaire pour qu'ils puissent se déterminer. Alors, rassurez-vous, vous êtes certes le plus jeune sur ce plateau, donc détendez-vous, mettez-vous à l'aise face à vos aînés. Alors, avec vous, on parle des procès de Boko Haram qui ont cours dans nos tribunaux. Est-ce que pour vous, quand vous voyez la manière dont se passent les choses, est-ce qu'on peut parler d'un procès équitable? Oh, bon. C'est difficile à trancher d'un coup comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que à qui reviendrait dans le rôle de trancher ces affaires si on ne confie pas ça à la justice? Parce qu'il est bien vrai, nous avons des choses à reprocher à la justice, mais c'est à elle de trancher ces affaires. Bon, je vois que on peut notamment faire allusion à l'affaire Ahmed Abba, même si vous ne m'avez pas directement posé la question ainsi, parce que c'est l'affaire qui a fait grand bruit tout au long de la semaine. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est qu'en tant que journaliste, les codes déontologiques qui sont en vigueur au Cameroun nous recommandent une confraternité lorsque un confrère est en difficulté. Mais de l'autre côté, je suis citoyen camerounais, donc j'aspire à vivre dans un pays où règne la paix et la sécurité. Et donc tout individu qui, par quelque manière que ce soit, pose des actes qui pourraient compromettre cette paix et cette sécurité, ne peut pas avoir mon soutien. Et de ce point de vue,
On attend donc que la justice éclaircisse l'affaire pour qu'on puisse savoir si, oui ou non, il est coupable ou pas. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que c'est une affaire qu'il faut aborder avec beaucoup de modestie. Vous savez, nous sommes dans un contexte compliqué, on peut le dire, avec la montée du terrorisme, et il y a un ensemble d'acquis qu'on doit pouvoir interroger. Vous voyez, même en France, aujourd'hui, les libertés prennent un coup parce qu'il faut trouver le juste milieu entre liberté et sécurité. Donc, sur le procès Issa Abba, je vois une problématique en toile de fond qui est celle de la protection des sources. Maintenant, je vous pose la question de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à ce concept-là? Parce que si vous avez une source qui vous dit 2 ou 3 fois que demain à 15 h il y aura un attentat et qui se produit, est-ce que vous devez continuer de protéger cette source? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Et l'autre chose, c'est que la démarche de RFI, à mon sens, manque un peu d'humilité. Elle ressemble, c'est-à-dire qu'un peu à des injonctions qu'on donnerait, peut-être parce que nous sommes dans un État d'Afrique subsaharienne. Je ne verrais pas RFI donner les mêmes injonctions s'il s'agissait peut-être des États-Unis ou d'un pays d'Amérique du Nord. Donc, pour moi, voilà ce que je peux en dire. Donc, il faut laisser la justice trancher, mais il faut veiller à ce qu'elle tranche de manière juste, justement, et qu'un innocent n'en pâtisse pas. Alors, justice équitable pour tous, serons-nous tentés de dire. On reste dans les tribunaux avec ce journal spécialisé dans les affaires judiciaires. Son directeur de publication nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Christophe Obiekono, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. On parle de cette affaire d'un ex-DG de la CRTV, Amadou Vamouké, pour ne pas le nommer. Question à 2 volets. Est-ce que les DG de la CRTV sont maudits? D'abord, dans un premier temps, pourrons-nous parler de malédiction ou alors tout simplement de conspiration, ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'affaire Vamouké? Le premier volet. Oh, disons que je ne parlerai pas de malédiction, moi. Parce qu'ils sont tous en prison. Il vaut mieux prendre les choses, les affaires ou bien les procès les uns après les autres. Les 2 qui sont poursuivis en ce moment, qui se trouvent incarcérés à la prison centrale de Kondengui, sont poursuivis, j'allais dire, pour un même bloc de faits, le même bloc de faits. Il s'agit en gros de la gestion de la redevance audiovisuelle. Cela ne signifie pas que ces 2 DG-là ont posé exactement les mêmes actes. Chacun d'entre eux répond de sa gestion à un moment donné. Voilà, je crois qu'il faudrait qu'on évolue dans notre pays, surtout la justice. Les institutions judiciaires évoluent pour donner aux citoyens l'information. Lorsqu'on met un citoyen en cause, surtout une personnalité de ce niveau-là, aussi gravement, on doit pouvoir dire voici ce qu'on lui reproche pour qu'on arrête les spéculations. Or, dans cette affaire-là, et c'est ce que nous disons dans notre journal qui paraît demain, il y a trop de spéculation. La presse contribue à perdre l'opinion publique par rapport à ce qui est exactement reproché, notamment à M. Vamouké. Et voilà. On a l'impression que c'est des affaires, j'allais dire, d'une autre sphère qui viennent se gérer finalement devant la justice. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Je ne pense pas que les 2 DG reflètent sur l'opinion ou sur les décideurs ou sur leurs anciens collaborateurs, parce que chacun d'entre eux joue un rôle d'une manière ou d'une autre par rapport au développement de cette affaire-là. La même, la même sympathie ou bien la même antipathie. Voilà. Il faudrait donc que la justice aide à ce que les choses soient vues de manière sereine. Mais tel que ce procès-là, cette affaire-là, a évolué pour ce qui concerne M. Vamouké, on l'a dit dans la semaine dernière, on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas comme souvent. Donc voilà, c'est ce qu'on peut en dire pour le moment. Merci Christophe. Ferdinand Napoléon, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, et merci pour votre invitation. Alors on annonce pour demain, 8 août, cela fera évidemment 25 ans environ, vous qui êtes l'auteur de la bourse du livre. On parle d'une nouvelle version de la bourse du livre qui sera lancée. Il s'agit de quoi exactement?
Je ne vais pas vous en parler vraiment, parce que je suppose que vous avez eu, pardonnez-moi de ne pas vous faire le scoop ici. C'est vrai qu'il y a une nouvelle version qui va, si certains acteurs, pardonnez-moi l'expression, nous foutent la paix, si certains acteurs me laissent tranquille, ce que nous avons eu l'occasion de faire il y a 25 ans, nous allons le refaire dans le même intérêt, c'est-à-dire permettre à des jeunes enfants, à des familles d'être soulagés pour la rentrée scolaire. Je fais partie de la race qui pense que on peut faire du business, on peut faire des affaires sans forcément chercher à écraser les autres. Quand j'ai lancé la Bourse du Livre en 1991, donc il y a de cela 25 ans, c'était parti d'un constat de ce qui se passait au poteau et de ce qui se passait dans les librairies. Dans notre métier, on appelle ça un SWOT analysis, c'est-à-dire les faiblesses, les menaces, les opportunités et les forces. Et je me suis rendu compte de deux choses essentielles. Ceux qui vendent des livres neufs pilotent avec des œillets et pensent que tous les gens doivent acheter des livres neufs, y compris ceux qui n'ont même pas les moyens de manger. Ça veut dire que c'est les morts au con. C'est-à-dire que c'est mort au con, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas donner à manger à vos enfants, vous ne pouvez pas les envoyer à l'école. Ça veut dire que leur sort est scellé. Il y a au poteau la question du livre d'occasion qui parfois était plus cher que le livre neuf. Parce que dans notre ADN, nous sommes convaincus que quand on va acheter l'occasion, c'est toujours moins cher. Et parfois, il y avait des... Donc, quand nous lançons ça, c'est une réponse ajustée à la situation. Mais c'est surtout une réponse à une période où les fins du mois sont de 40-45 jours pour les fonctionnaires. J'ai mené des combats, je pense m'en être sorti honorablement parce que j'avais refusé un certain nombre de facilités ou de compromissions qu'on voulait me faire faire. Et aujourd'hui, nous avons la chance, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir permettre que ceux pour qui nous avons initié cette affaire puissent vraiment en profiter. C'est-à-dire que pour peu qu'on ait une connexion Internet à partir de son smartphone, qu'on puisse échanger de livres, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et ce que nous allons faire ne va pas seulement se faire au Cameroun. Nous avons à peu près 4 pays francophones dans lesquels nous allons le faire. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Mais si vous me donnez 30 secondes, je vais en profiter pour dire merci. Parce que quand vous lancez un truc comme ça, il faut tenir de la formule qui dit qu'il vaut mieux avoir des amis en course que de l'argent en bourse. Je n'avais pas d'argent. Les jeunes aujourd'hui ont l'impression, on leur fait croire que pour monter quelque chose, il faut avoir de l'argent. C'est faux. Il faut mettre le concept, il faut travailler. Il ne faut pas que l'objectif soit de gagner de l'argent. Parce que si vous n'en gagnez pas pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, vous allez vous décourager. Il ne faut pas écouter ceux qui vous découragent. Parce que ceux qui vous découragent peuvent être jaloux ou alors peuvent ne pas comprendre grand-chose. Et donc, je voudrais vraiment remercier les médias. Vous avez parlé tout à l'heure de la CRTV, permettez-moi de le dire. Je voulais remercier Cameroun Tribune. J'ai fait un voyage dans les archives de Cameroun Tribune ces 3 derniers mois. J'ai revu tous les articles qui ont été écrits et je voudrais que ces gens-là sachent que je suis vraiment sensible au soutien qu'ils nous ont apporté et que demain, lorsque nous allons revenir, on reviendra dans la même intention d'apporter au public, à la jeunesse camerounaise, les moyens de pouvoir aller à l'école et d'apprendre un peu plus facilement et faciliter la tâche aux enseignants aussi. Merci Ferdinand Nana Payon qui vous a livré ici, gracieusement, la recette, la réussite de la Bourse du Livre pendant 25 ans. Il y a un livre qui va paraître à l'occasion de ces 25 ans. Voilà le scoop que je peux vous apporter. Et dedans, je raconterai un certain nombre de choses assez parfois difficiles, parce que je veux tirer sur les gens, mais je veux dire surtout beaucoup de belles choses que je n'ai pas pu parler. Merci Ferdinand Nana Payon. Docteur Ariel Litténé, bonjour. Bonjour Monsieur Bouba. Permettez-moi de saluer les membres de la diaspora
camerounaise qui nous regarde de l'extérieur. Vous accueillez avec une autre dame politique, notamment le SDF, dans la région du littoral. Ça brûle de ce côté, entre les hauts cadres de ce parti. Jean-Michel Nietzsche, avec bien sûr certains cadres de ce parti. Finalement, la réunion du NEC a tranché. L'exécutif régional conduit par Jean-Michel Nietzsche est suspendu. À quoi doit-on s'attendre à présent de ce côté-là? Oui, c'est regrettable de se rendre compte que ce parti qui a innové au début des années 90, en faisant rentrer le Cameroun, enfin, contribuant à faire rentrer le Cameroun dans le multipartisme, a passé beaucoup plus de temps à briller par des actes de ce genre-là, des actes de suspension. Et on a vu des cadres quitter ce parti. Et ce parti, aujourd'hui, on est heureux de dire qu'il ne représente plus que l'homme de lui-même. C'est le tout premier parti d'opposition du Cameroun. Douala qui était, n'est-ce pas, jusque-là, on va dire, le dernier bastion en dehors de la zone anglophone, dans cette zone qui fonctionnait, qui faisait honneur à ce parti, vient de prendre un coup avec, n'est-ce pas, la suspension de ce bureau régional et, n'est-ce pas, les tractations qui ont cours désormais entre ceux qui veulent rentrer, ceux qui, justement, lorgnent la place de ce député, parce qu'il y a quand même, quand on regarde, on a observé, il y a des gens qui lorgnent cette place-là, et ça continue à déstabiliser ce parti. Il faudra bien que le responsable, n'est-ce pas, prenne les taureaux par les cornes, restitue, n'est-ce pas, la hiérarchie du parti, la réinstalle et la reconstitue de façon qu'elle continue à mériter, n'est-ce pas, de la confiance des populations, parce que nous savons bien que le vice-président de ce parti, il est député de cette région, c'est-à-dire du littoral. Joshua aussi, qui justement a des ambitions de remplacer le président du parti. Donc, en le faisant comme ça va affaiblir davantage ce parti. Donc, si ce parti veut se relever et jouer le rôle qui est le sien dans ce pays, il est question qu'il résolve de façon définitive et avec beaucoup de transparence ce problème, n'est-ce pas, de la hiérarchie de ce parti dans le littoral. Faustin Dika, bonjour. Bonjour Bouba, et je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nouvelle du sport, c'est connu depuis la fin de cette semaine, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016. Elle va s'appeler, ou si vous voulez, elle s'appelle Lily. Lily qui signifie lion, lionne. Le logo définitivement sélectionné également. Et donc une lionne, symbole de la ruse, de la puissance, de l'invincibilité qui caractérise l'équipe nationale du Cameroun. Alors, on a en image la mascotte. Pour vous, qu'est-ce qu'elle symbolise exactement, cette mascotte, Faustin Dika? Mais elle symbolise ce que nous attendions justement de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, sur laquelle beaucoup de choses ont été dites. Parfois, on a eu des appréhensions, on a eu des inquiétudes qui entouraient cette organisation. Mais seulement maintenant, ces inquiétudes commencent à être dissipées lorsqu'on voit ce travail d'orfèvre qui a été fait pour cette mascotte. Lorsque vous voyez la mascotte, vous voyez que c'est une mascotte qui est réfléchie. Il y a les héros de la République, il y a les symboles qui sacralisent le sport en général et le football en particulier, et il y a la femme, puisqu'il s'agit d'une Coupe d'Afrique féminine. Donc je voudrais dire que c'est une très bonne chose, maintenant qu'on commence à voir le bout du tunnel et que cela aille de l'avant. Je crois qu'on a aussi parlé de l'hymne de cette compétition, qui a été un travail extraordinaire. Nous avons eu l'occasion de l'écouter et nous avons remarqué qu'effectivement, tout ce que le Cameroun compte... L'hymne est de qui? Parce qu'il faut savoir quand même les voix. Je ne sais pas si... Oui, mais il y a... Quelles sont les personnes qui interviennent dans... C'est ce que j'étais en train de dire. Tout ce que le Cameroun compte comme meilleure voix, comme meilleur musicien, ont contribué à l'élaboration de cet hymne, peut-être avec le soutien de quelques personnalités françaises bien connues dans le monde de la musique, telles que M. Boudinot.
du Conservatoire Garnier à Paris. Mais il faut savoir qu'il y a eu Guy Sandjon, que tout le monde connaît. Il y a Charlotte Dipanda, dont personne ne peut nier les compétences ici. Il y a King Richard, que tout le monde connaît ici au Cameroun. Il y a Sanfan Thomas, il y a Manu Dibango, et ainsi de suite, qui se sont mis ensemble pour qu'on sorte, pour qu'on produise quelque chose de merveilleux. Et lorsque vous écoutez cet hymne, vous vous rendez bien compte qu'il y a eu un travail de professionnel qui a été fait là-bas. Et cela est à mettre à l'actif de celui qui supervise tout cela. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont aussi été dites sur l'actuel ministre des Sports. Mais au-delà de tout ce qui est dit sur lui, il faut remarquer qu'il s'agit d'un patriote qui est profondément attaché à son pays et qui aime l'échec. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'échec. Je le dis de mémoire parce que j'ai été quand même à un moment donné chroniqueur sportif dans ce pays et je l'ai souvent côtoyé dans ce qu'il avait à faire. Lorsqu'il est revenu dans ce ministère pour la seconde fois, vous savez tout ce qui a été dit à son compte. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que, au-delà de toutes les petites défaillances qu'on a imaginées, eh bien, les choses sont en train de se mettre en route et on est tout à fait d'accord ici sur ce plateau et même pour les Camerounais qui nous regardent que la Coupe d'Afrique des Nations féminines aura bien lieu en novembre prochain. Merci Faustin Dikam. Je ne sais pas, la régie, est-ce qu'on a pu voir le logo? Parce que on a eu en image certainement la mascotte, peut-être le logo qui est aussi disponible parce que au même moment, voilà, nous avons le logo en image de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On précise que la présentation officielle de la mascotte et même du logo est prévue pour le mois de septembre. Madame, Monsieur, on va marquer une courte pause, le temps d'aller dans les kiosques feuilleter les journaux. C'est avec Debo Harley en début. C'est effectif depuis mercredi 4 août dernier, les APE. Le démantèlement tarifaire, le décret fixant les règles d'origine applicables aux produits importés a été signé par le chef de l'État et la réduction sera de 25% par an sur 4 ans pour les produits du premier groupe. 1760 produits européens qui ne payent plus la douane depuis mercredi dernier. Le quotidien de l'économie proposait d'ailleurs la liste dans son édition du 2 août. Pour baromètre communautaire, le secteur privé, la société civile et une frange de la population restent convaincus que cette APE aura plus d'effets négatifs que positifs sur l'économie, la santé et la culture. François Collet, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, a d'ailleurs exprimé son satisfaction de voir la mise en œuvre effective de cet accord. Comme quoi, selon le quotidien de l'économie, l'Union européenne jubile, la CEMAC se fâche parce que cette APE du Cameroun, selon Diapason Magazine, est imposée aux 6 pays de la sous-région en plus de la République démocratique du Congo et de Sao Tomé et Principe. Entre-temps, souligne François Mboké dans son éditorial, le calme qui prévoit actuellement dans la sous-région ne doit éloigner personne des dangers qui guettent effectivement la CEMAC. Les chefs d'État et de gouvernement justement étaient d'ailleurs à Malabo pour faire le point. Intégration y était et n'a vu qu'un sommet de l'ambiguïté et de la fuite en avant. On reste en économie pour parler de l'exécution du budget d'investissement public actuellement à 55% selon Ecomatin. Les chiffres en nette évolution par rapport à la même période en 2015, même si certaines administrations participent toujours à plomber cette belle évolution. Les chiffres du quotidien de l'économie font état d'un taux d'engagement nul aux relations extérieures, 15% au ministère de la Communication, 4% au ministère des Finances, 16% au ministère du Cadastre, 11% au ministère de l'Éducation de base, manque de collaboration au ministère de la Santé publique. Pas de ministère des Transports dans ce hit-parade et pourtant, Cameco peine à décoller 5 ans après sa création. La compagnie aérienne nationale est à son énième plan de relance. Cette fois, selon Signature, c'est le chef de l'État himself qui a dû mettre les pieds dans le plat. Mais l'accompagnement en avion et en argent du consultant Boeing suffira-t-il à acquérir ce qui ressemble fort bien à une maladie chronique, s'interroge notre confrère. Comme cette autre interrogation d'un autre confrère, Émergence pour ne pas le nommer, du don de 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais, générosité présidentielle ou filouterie politique, l'action répond que c'est une promesse du chef de l'État faite à la jeunesse en début d'année.
L'opérationnalisation du centre climatique d'Afrique centrale dont le siège est à Douala n'a pas pris corps, faute du quorum. Mutation rapporte que sur 10 pays attendus, seuls 5 se sont fait représenter à la réunion de Yaoundé. À Yaoundé, justement, le président de la République a signé une série de décrets qui parachèvent la réforme du système national d'identification au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. Décret qui intervient au moment où plusieurs citoyens ont du mal à se faire établir cette pièce pour diverses raisons. Le jour y a consacré un mini-dossier. Mais la grande une du quotidien bleu fait une inclusion dans la vie et la carrière de l'ancien directeur général de la CRTV qui séjourne depuis une semaine déjà à la prison centrale de Yaoundé. Là-bas, raconte Émergence, il a été accueilli par Jean-Baptiste Nguyefa. Le quotidien de Manu Sibiaga revient sur cette journée folle qui a commencé par le tunnel spécial pour se terminer dans cette maison d'arrêt à Kondengui. De la tour de Maladeux à Kondengui, justement, Mutation parle de M. Propre dans les sales draps, accusé d'un détournement de 2,8 milliards de francs CFA, représentant le déficit du report de la trésorerie en janvier 2005, 11 ans passés à la CRTV, alors que tout à côté, à l'hôpital Jameau, le directeur n'a passé que 7 mois. Jean-Jacques Zé, homonyme de l'autre, paye le prix des réformes qu'il a voulu entreprendre dans ce centre hospitalier. Il a donc tout simplement été broyé selon Mutation. L'autre, limogé selon Repère, lui, c'est le magistrat Félix Ounana Etoundi, démis de ses fonctions de directeur général de l'ERSUMA, École supérieure régionale de la magistrature de l'Ouada, par le conseil des disciplines pour malversation financière, insubordination et mauvaise gestion. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo Harley Ndébé. On prend la première thématique consacrée à ce débat. APE, que risque le Cameroun? Nous y sommes depuis pratiquement quelques jours. Docteur Ariel Ditedem, l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne est entré en vigueur depuis jeudi dernier. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Oui, ce qui va changer, c'est que certains produits en provenance de l'Europe auront un traitement préférentiel au port de Douala, à l'entrée, dans les ports d'entrée du Cameroun. Ces produits vont voir le montant de la taxe douanière réduite de 25%. Quels sont ces produits? On a 5 000 produits en tout. Les produits concernés par cet accord, c'est 5 000 produits en tout. Mais il y a des produits dits de premier groupe qui sont au nombre de 1700. Et ce sont ces produits-là qui vont, n'est-ce pas, faire l'objet d'un traitement préférentiel au port du Cameroun, dans les ports du Cameroun, sur la base du décret signé par le chef de l'État le 3 août portant règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises en provenance d'Europe dans le cadre de cet accord. Donc voilà ce qui va changer. Mais il faut bien qu'on comprenne que c'est tout ce qui va changer. Les importations vont continuer à être traitées comme c'était le cas depuis très longtemps. Le Cameroun va continuer à exporter sur l'Europe ces marchandises, ces biens en franchise de douane, comme il le fait depuis 2000 d'ailleurs, parce qu'il faut dire que à la faveur de l'accord de Cotonou, les pays ACP faisaient rentrer déjà les produits en Europe en franchise de douane. Et cela a duré de 2000 à 2007. C'est pour cela que, vers la fin de 2007, le Cameroun a négocié et paraphé un accord, a conclu un accord de partenariat économique intérimaire avec l'Europe pour pouvoir continuer dans cette lancée, parce que s'il n'y avait pas cet accord conclu en 2007, le Cameroun devait cesser dès janvier 2008 à faire rentrer ses produits sur le marché européen en franchise de douane. Alors depuis 2008, le Cameroun le fait, mais l'Europe ne le fait pas envers le Cameroun, et cela est en contradiction ou en violation d'une disposition pertinente de l'Organisation mondiale du commerce qui, n'est-ce pas, veut qu'il y ait réciprocité entre les pays en matière, n'est-ce pas, d'échange. S'il y a une entrée libre en matière de douane d'un pays A vers un pays B, le pays B doit pouvoir aussi faire entrer ses produits de façon libre, en franchise de douane, dans le pays A. Et c'est ce que l'Europe a réussi à obtenir. C'est l'une des choses qui obligeait l'Europe à presser le Cameroun pour que finalement il y ait cet accord. Alors ça a pris le temps que ça a pris. On a signé l'accord en 2009. Le Cameroun a signé en 2009. Ça devrait entrer en vigueur en 2010. On a reporté. Et enfin, on a notifié la partie européenne en 2014, en juillet notamment. Et cette notification, n'est-ce pas,
faisait entrer de facto une application provisoire pour une période de 2 ans. Et l'application provisoire a commencé le 4 août 2014. Et 2 ans après, on est rentré en vigueur, on est rentré dans l'application de cet accord d'étape, il faut le dire, parce que c'est un accord d'étape, n'est-ce pas, envers un accord définitif entre l'Union européenne et l'Afrique centrale. Alors, Aboudi, on parle d'échanges environ 80% entre les deux pays. Est-ce que quand on regarde un peu les produits camerounais, est-ce que les produits camerounais peuvent faire face, parce qu'il s'agit de ça, la concurrence avec les produits qui viennent de l'Europe? Avant de répondre précisément à votre question, je voulais quand même faire quelques précisions sur l'histoire des APE, parce que c'est important. Disons que pour être conforme aux règles de l'OMC, la réciprocité était une possibilité. On aurait aussi pu étendre les préférences qu'on aurait été conforme à l'OMC. Parce que quel est le problème? Le problème, c'est que, contrairement à ce que le docteur a dit, c'était plus en 15, avec les accords de Lomé, qu'on a libre accès au marché européen, c'est-à-dire que les produits camerounais accèdent en franchise de droits de douane au marché européen. Sauf qu'avec l'avènement de l'OMC, comment on va dire, les préférences non réciproques étaient devenues, enfin, violaient les dispositions de l'OMC. Et les pays, notamment d'Amérique latine, qui produisent aussi la banane comme les pays ACP, ont donc porté plainte à l'Union européenne auprès de l'OMC en disant que comment ils sont des pays de même niveau de développement que les pays ACP. Les pays ACP bénéficient des préférences pour accéder au marché européen, alors que eux n'en bénéficient pas. Alors, pour être conforme aux règles de l'OMC, on aurait pu étendre les préférences, c'est-à-dire l'Union européenne aurait pu accorder les mêmes facilités aux pays d'Amérique latine. Donc, la réciprocité demandée par l'Union européenne n'était pas, je veux dire, était une possibilité qu'elle a choisie, notamment parce que c'était plus avantageux pour elle. Donc je voulais faire cette petite précision historique. Mais avantageux, parce que je peux dire un mot là-dessus. Oui, bien sûr. Avantageux, probablement parce que la demande des pays d'Amérique latine venait davantage des multinationales qui, elles aussi, exportent les bananes à travers le monde. Et l'intérêt que l'Union européenne avait, c'est que quand on regarde en Afrique, les entreprises qui exportent les bananes sont des entreprises européennes. Voilà, entre autres raisons. Alors, pour répondre à ma préoccupation... Voilà. Est-ce que nous pouvons faire face à la concurrence des produits européens? Je crois que sans embâche, c'est non. Nous n'avons pas les moyens de faire face, tout au moins à l'état actuel des choses. Nous n'avons pas les moyens de faire face à la concurrence européenne. D'autant plus que l'accord n'a été ni négocié, ni mis en œuvre dans l'esprit qui a été prévu par l'accord de Cotonou. Première des choses, l'esprit de l'accord de Cotonou, c'était des accords, en fait, c'était d'abord parti même sur un accord d'un bloc, ACP et Union européenne. Et puis c'est devenu des accords régionaux, c'est-à-dire des groupes régionaux avec l'Union européenne. Et là, nous sommes dans un accord entre un pays, le Cameroun, qui ne représente même pas, je ne sais pas si ça fait 0,3% du commerce mondial, avec une... mastodonte. Voilà, donc on ne peut pas faire face. L'autre chose, c'est quoi? L'accord prévoyait des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que, parce que tous les experts, et même les experts européens, avaient identifié que l'APE causerait les problèmes, notamment en matière de pertes douanières, notamment sur les entreprises, et il avait été décidé que l'Union européenne devrait apporter une compensation, notamment en termes d'impact fiscal net et en termes de mesures d'accompagnement, justement pour structurer les entreprises afin de pouvoir, disons quoi, se mettre un peu à niveau pour pouvoir faire face
à cette conférence. Alors, Christophe Bobiokono, dans la même foulée, le président de la République a signé un décret sur les règles d'origine des produits européens. Est-ce que cela est de nature à tranquilliser, par exemple, les uns et les autres? Non, je ne pense pas, parce que l'inquiétude va simplement se poursuivre. Et de toutes les manières, l'agenda ne semble pas avoir été décidé à Yaoundé. Vous voyez bien, quand on parle des partis en présence, vous voyez l'Union européenne, vous voyez le Cameroun et tout ça, ce n'est pas des blocs comparables. Et donc, on peut toujours faire illusion de notre, comment je peux dire ça, de ce que nous sommes un pays souverain, notre souveraineté, mais la réalité est que bon, ces accords-là nous ont été imposés. Une autre réalité est, Ferdinand Nanda le disait tout à l'heure, que les entreprises qui exportent, les entreprises, surtout les industries installées au Cameroun, qui exportent en direction de l'étranger, sont surtout les industries qui sont entre les mains des Occidentaux, des Européens plus précisément. Donc c'est très facile, ça leur facilite les choses. Mais souvent aussi avec la contribution des Camerounais qui sont très bien placés dans l'appareil. Donc on peut dire que ces accords-là, c'est pour les individus et c'est moins pour les États que pour les individus. Pour qu'on voit l'impact par rapport à votre question, il faudrait qu'on parle des produits qui sont, j'allais dire, qui sont utilisés couramment par le consommateur lambda. C'est quoi? C'est quoi? En définitive, on va dire 1700 produits, mais il s'agit de quoi précisément? Nous sommes là pour, nous en tant que journalistes, pour simplifier les choses et de manière à comprendre en quoi est-ce que le paysan de chez moi ou moi-même, en quoi est-ce que ces accords-là m'apportent quoi que ce soit, ni pour peut-être la petite entreprise que je dirais. Voilà la problématique. L'accord n'est pas fait pour nous, ça c'est très clair. L'accord est fait pour créer des débouchés, ou bien pour assurer des débouchés aux entreprises européennes, et tout, qui sont en concurrence avec des entreprises asiatiques et puis avec les entreprises américaines. Donc les enjeux sont ailleurs. Et nous sommes là comme, j'allais dire, bon, on ne peut pas utiliser le terme, pas mouton de Parnouche quand même. Des consommateurs. Et ce que disait donc Aboudi est très important. Parce que si on avait un tissu industriel qui, j'allais dire, transforme sur place ce qui est produit, ça crée d'abord de la valeur ici parce que ça donne de l'emploi et puis ça trouve des débouchés. On dirait que cela nous est favorable. Si vous découpez le bois, même si vous le sciez, c'est quoi scier le bois? En réalité, scier, c'est quoi? Même avec de manière artisanale, on peut scier le bois. Si vous plantez la banane et que vous la transportez au port, c'est quoi hein, le process là-dedans? Il y a très peu de choses. Donc, je pense que nos pays, ce type d'accord-là ne profitera à nos pays que lorsque nous aurons structuré un vrai tissu industriel qui permet aux locaux de produire à partir de nos matières premières. Ce qui intéresse les Occidentaux, c'est nos matières premières. Je peux ajouter deux petits mots pour appuyer Christophe Bobiokono. C'est-à-dire, quand vous prenez l'ODS, qui est le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est un peu la boussole du Cameroun en matière économique, en termes d'intégration économique, qu'est-ce que le DSE dit? Le DSE avec 3 objectifs. Renforcer l'intégration sous-régionale. Ça dit que faire en sorte que dans la zone CEMAC, les échanges soient facilités. Maintenant, renforcer l'intégration régionale, donc voir au-delà de la CEMAC, CAC, notamment Nigeria, machin, et diversifier les échanges avec les pays émergents. D'où sort l'Union européenne? Alors, Ferdinand Nanapayon, dans la même foulée que Christophe Bobiokono, on se rend compte que dans la sous-région, c'est le Cameroun qui va seul, alors que le Cameroun fait partie d'un groupe qui est la CEMAC. Comment comprendre cela? Est-ce que c'est parce que c'est des intérêts des individus qui ont été mis en avant? Je vais vous renvoyer à la citation du général de Gaulle. Qui dit? En politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Et je pense que... Là, ce n'est pas l'intérêt du Cameroun. Je crois que tout à l'heure, le docteur disait que si le Cameroun n'avait pas signé ces accords, ben, on aurait arrêté déjà d'exporter nos produits dans les pays européens. Avec quel impact? Non, pas qu'on aurait arrêté. C'est-à-dire qu'on aurait exporté... En payant des droits de douane. Voilà. OK. Voilà. Et la démonstration... Ça, c'était l'incidence. Hein? Attendez, il n'y a pas d'incidence. Parce que c'est aussi ça... Attendez, je veux... S'il vous plaît. Parce que... excusez-moi. Je vous en prie. Voilà. Parce qu'on est en train de faire comme si
c'est un problème majeur de ne pas pouvoir exporter vers l'Union européenne en franchise de droits de douane. Un ingénieur financier du nom de Babi Sakan a comparé, c'est-à-dire, parce que s'il n'avait pas signé, on serait allé dans ce qu'on appelle le système de préférence généralisée. Donc il a pris ces taxes, il a posé sur les produits qu'on exporte vers l'Union européenne, il a regardé leur compétitivité. Le seul produit qui aurait perdu de sa compétitivité du fait de l'introduction des droits de douane, ce n'est que la banane. Tous les autres produits seraient restés compétitifs. Rien que la banane qui aurait perdu de sa compétitivité. Ok. Nana Payon, s'agit-il d'un marché de dupes alors? J'étais en train de dire que l'intérêt du politique a guidé ces décisions. Maintenant, la question que moi je voulais me poser, c'est que maintenant que le Cameroun y est allé seul, les produits donc qui viendront de l'Union européenne et qui donc normalement devraient aller au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, etc., est-ce qu'ils vont être taxés aux frontières de ces pays-là? Ça, ce sont les questions techniques qu'on devrait se poser. Et je peux vous répondre. Aujourd'hui. Bon. Allez-y. Alors, donc, pour revenir donc pour revenir à votre question, à mon avis, notre problème est un problème camerounais, je dirais même africain, de la sous-région. En 1994, on a loupé le coche après la dévaluation. On nous a dit que la dévaluation, c'était davantage pour permettre à nos pays de pouvoir exporter, mais le tissu industriel, les équipements ne permettent pas de pouvoir répondre à la concurrence de ces pays-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer de se demander, mais est-ce que c'est un marché de dupes ou si ce n'est pas un marché de dupes? De toutes les façons, et certains grands économistes l'ont démontré, je pense notamment à David Ricardo, l'anglais, que les échanges ne peuvent être que bénéfiques pour ceux qui gagnent de l'argent comme pour ceux qui en gagnent moins. Si nous ramenons ça à notre petite structure, ici à côté de Mbalmayo et Bobo, il y a un site touristique, je ne sais pas si ça marche toujours, il y a des gens qui vendent du poisson. Et si moi je vais au Bobo, je vais acheter du poisson, le kilogramme de poisson me revient peut-être 2 fois moins cher qu'à Yaoundé. Mais si on forme ces pêcheurs à transformer le poisson qu'ils pêchent là-bas, ils ne me vendront plus le kilogramme à 3 000 francs, ils me vendront le plat, c'est-à-dire à peu près 200 grammes de poisson, à 3 000 francs. Ça va donc engendrer un développement. Nos pays exportent, les volumes d'exportation depuis une trentaine d'années, depuis 80, ne font qu'augmenter en termes de volume. Mais le retour en termes financiers est très limité. Au contraire, il baisse. Parce que si on regarde simplement certaines de nos matières premières, nos produits du sous-sol, on va se rendre compte que c'est extrêmement faible. Je prends l'exemple du fer. On ne cherche même plus à le vendre aujourd'hui parce que ce n'est plus vendable. Regardez le Nigeria à côté. Le Nigeria a opposé, n'a pas signé ces accords, probablement parce que ils ont peut-être la même position que nous dans notre sous-région, sauf que le Nigeria n'a pas les mêmes atouts que nous. En dehors des hydrocarbures, le Nigeria n'exporte pas grand-chose, et quand bien même ils exportent ces hydrocarbures, c'est toujours dans la sous-région ou un petit peu élargi. Donc à mon avis, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous devons continuer de pleurer ou nous devons nous préparer pour dire, voilà, cette mansuétude dont nous avons bénéficié depuis des années de l'Union européenne, est-ce que c'était dans notre intérêt ou non? Non, ce n'était pas dans notre intérêt, c'était dans leur intérêt. Maintenant, comment nous on fait pour rentrer là-dedans? On ne peut pas tenir la concurrence avec eux. Mais si vous allez voir les hypermarchés aujourd'hui, je prends l'exemple français, Carrefour, Auchan ou c'est pas moi quoi, vous allez voir qu'ils ont compris qu'il y a une forte communauté africaine qui vit en France. Et vous trouvez aujourd'hui dans ces supermarchés du gombo, du ndolé, des bâtons de manioc et d'autres produits que nos frères consomment. Et ils sont des milliers, pour ne pas dire des millions. Mais qui c'est qui vend ces produits? Eh bien, ce sont les Asiatiques. Où est-ce qu'ils les achètent?
au Nicaragua, ils les achètent à l'Équateur, ils les achètent en Colombie. Ça vient pas d'Afrique Donc de toute façon. nous devons nous mettre à la page en disant nous allons à la Coupe du Monde pour jouer contre l'Argentine ou contre la France. Il faut qu'on se mette au niveau. Il faut s'armer, effectivement. Alors, quand on regarde, à écouter les uns et les autres, Faustin Ndikam, on se rend compte que le Cameroun, il y aura des pertes au niveau de la douane. Comment le Cameroun va compenser ces pertes, surtout quand on sait qu'il y a des chutes au niveau des recettes pétrolières? Je crois qu'il faut poser la question à ceux qui ont signé ces accords. Ayons le courage de le dire. Les uns et les autres ont intervenu aussi brillamment sur cet aspect des choses. Ce que le président Biya a signé l'autre jour est très mauvais pour le Cameroun. C'est très mauvais. Il faut le dire, il faut le lui dire. C'est pas normal. Vous voyez? Même si on était dans un environnement où il fallait à tout prix aller signer de tels accords, peut-être pour des besoins politiques, eh bien, j'ai dit c'est très mauvais. Parce qu'il faut continuer à concevoir le développement de l'Afrique en général, au sens où Cheikh Anta Diop le comprenait, ou bien Abdoulaye Wade dans son livre Un destin pour l'Afrique, où ces éminentes personnalités africaines nous rappellent qu'on ne peut pas se développer sans être dans des regroupements régionaux. Lorsque nous nous détachons et que nous voulons jouer en solo, sous le prétexte que nous sommes le premier partenaire de l'Union européenne, ainsi de suite. Alors que tous les spécialistes nous démontrent qu'il y aura la baisse des recettes douanières sur lesquelles l'État du Cameroun compte pour vivre. Il y aura des baisses de recettes fiscales. Alors moi, je ne sais pas où on va, finalement. Nous avons une croissance qui est stagnante à 6%, qui est une croissance appauvrissante. On parle de cette croissance, mais il n'y a rien qui change dans le niveau d'amélioration des conditions de vie des populations. Vous voyez? Donc il y a cet aspect. Et il y a aussi que lorsque on vous dit, oui, j'ai lu un livre tout récemment, celui du docteur Raymond Ebalé, qui parle justement de ces APE avec les pays ACP et en prenant le cas de l'Afrique centrale et particulièrement du Cameroun. Où il dit qu'à la Commission européenne, on vous fait croire que si le Cameroun ne signe pas ces APE, eh bien un produit comme le sucre, pour entrer dans l'espace européen, devra payer à la tonne 339 € avant de voir ce produit entrer sur le territoire, dans l'espace européen. Et pour la banane, il faudra payer 167 € la tonne. Mais Bobioko nous l'a dit tout à l'heure, qui produit la banane au Cameroun? Qui produit le sucre au Cameroun, par exemple? Donc, en quoi est-ce que ça nous avantage que les Européens fassent venir du poulet, comme j'ai vu parmi les 167 produits qui doivent entrer au Cameroun, devant les 1700 produits qui doivent entrer ici, il y a le coq, il y a la poule, il y a, je ne sais pas, des produits, machin. Oui, mais il faut le dire, c'est vrai. Et après, on nous fait comme le coq. Il y a le coq, monsieur. La nourriture Oui, je vous dis. Le coq. Le coq, c'est écrit. Le coq, les légumes. Non. C'est écrit comme ça. Je l'ai lu dans un journal qui a très bien fait ce travail cette semaine, le baromètre, pour ne pas le citer communautaire. Donc c'est pour vous dire que cette chose est mauvaise et nous n'allons pas avancer parce que nous ne pouvons pas faire concurrence au regard de notre tissu économique et industriel qui est faible avec un pays pareil. Moi, j'attends encore, et j'ai bien écouté Mme Collet, l'ambassadrice de l'Union européenne ici, qui disait, oui, le Cameroun et les Camerounais ne doivent pas être inquiets pour la signature de ces APE. Je lui dis, madame, nous devons être inquiets. Parce que nous attendons aussi que l'Union européenne aille signer le traité atlantique avec les États-Unis. On attend toujours que la Turquie entre au sein de l'Union européenne. Pourquoi ils refusent de signer ces accords et viennent nous faire signer des choses qui ne vont pas nous faire avancer? Alors, on va faire un dernier tour de table sur la question. On commence par vous, docteur Ariel Nitedem. Quelle sera, selon vous, la nouvelle orientation de la coopération entre le Cameroun, les pays tels que la Chine, l'Inde, la Turquie, après l'entrée en vigueur des APE? Oui, la coopération va pratiquement rester la même. En fait, c'est eux qui vont se battre pour avoir une meilleure position au Cameroun. Mais ce que je dois dire pour revenir sur cet accord, il est question qu'on prenne du recul, qu'on se dise ça a été signé. Ça a été signé. On ne peut plus rien faire. Avec le décret
du 3 août, c'est terminé. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé. On peut dénoncer, on peut reprendre ce décret. Mais je vous assure que c'est un accord intérimaire. Le Les Cameroun est négociations un pays continuent au niveau de la Commission européenne. On le sait. Vous le souhaitez peut-être. C'est un accord intérimaire. On peut le dénoncer. On peut même refuser que cela n'ait lieu. Ok, on vous a compris, Faustin Dicap. Vous laissez docteur Ariel Liteda poursuivre son raisonnement, s'il vous plaît. Ce n'est pas du militantisme, c'est vous qui faites. Nous dénonçons, nous sommes dans notre mission de dénonciation. Faustin, attendez votre tour de parole. Attendez votre tour de parole. Autant que vous dans les forats qui ont été prévus. Poursuivez, ne répondez pas. Je peux vous le l'ai dénoncé à son temps. D'accord, poursuivez. Et ce n'est pas l'ARDI qui en a organisé des séances où vous étiez invité qui vous demandez. J'ai dénoncé à son temps. Mais maintenant que les accords sont signés, on est d'accord qu'il y a un déséquilibre, il y a un différentiel entre l'économie européenne et l'économie camerounaise. Ça, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. On est d'accord que l'économie camerounaise ne peut pas compétir face à l'économie européenne. C'est connu. C'est connu que les produits camerounais ne peuvent pas compétir face aux produits européens. C'est connu. Mais il ne faudrait pas, je vais dire, mal informer les Camerounais. Il ne faudrait pas donner l'impression que quand les produits arrivent, le Camerounais ne va pas en profiter. Le Camerounais, c'est le consommateur. En réalité, dans un premier temps, à court terme... On consomme quoi? Je n'ai pas fini. Je peux réciter ici la liste des produits. Je vois là produits pharmaceutiques, engrais, pesticides, tourteaux, papier, journal, livres, brochures, voitures neuves, je suppose, matériel pour voies ferrées, fauteuil roulant, véhicules pour invalides, machines agricoles, et ainsi de suite. Ça, il y a 30%. 30% de ces produits de premier groupe sont destinés à la consommation des ménages. 27% sont des matières premières, 27% de biens d'équipement, et ainsi de suite. Alors, une machine qui va connaître une réduction de droits de douane de 25% cette année, 25% l'année prochaine, au bout de 4 ans, on n'aura pas plus à payer les droits de douane dessus. Il va coûter moins cher pour le consommateur camerounais, pour l'investisseur camerounais, et il faut bien comprendre, pour l'entrepreneur camerounais. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux Camerounais que c'est les Européens qui vont importer ce produit au Cameroun. C'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui vont bénéficier de cette du côté camerounais. Il faut les Européens qui vont exporter en direction. Je parle des importateurs. Vous voyez donc que non, il parle des importateurs, quand vous prenez, pas exportateurs. Si vous achetez votre voiture en Europe, vous allez bénéficier. Si vous achetez, une voiture neuve en Europe, maintenant vous allez bénéficier de cette réduction. Je vous réponds en 30 secondes. Pour faire mon journal, j'ai 60% de droits de douane à payer avec les accords de Florence qui sont en vigueur. Oui. Alors, lorsqu'on met dans une liste comme celle-ci que le papier journal est exonéré... Je parle de voiture. Je prends l'exemple de voiture. Si vous voulez acheter votre voiture neuve, fabriquée en Allemagne, il ne faut pas qu'on fasse croire aux Camerounais que c'est une affaire d'industriel, que c'est même une affaire d'élite. C'est un marché de dupes, docteur, il faut le dire clairement. On le dit, mais en même temps, je suis d'accord, en même temps, entre l'Europe et le Cameroun, on pourrait dire que c'est un marché. Ils installent un nouveau comptoir colonial économique ici. Malheureusement, et ce n'est pas normal. Pour répondre à votre question, quand vous parlez des produits pharmaceutiques, vous avez vu ce qu'ils ont mis entre parenthèses, vous avez lu ce qu'il y a comme produits pharmaceutiques qu'ils amèneront ici. Quand vous dites qu'ils amèneront, c'est les Camerounais qui vont importer. C'est les commerçants camerounais qui vont importer. Alors, on va avancer. Il faut bien le comprendre. Alors maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que le Cameroun peut faire? Il faut, n'est-ce pas, reformer nos politiques sectorielles. Il faudrait qu'on transforme ces menaces, parce que c'est une menace, il faut le reconnaître, en opportunité. Ça, c'est très important. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est très important qu'on comprenne cela. Et par exemple, je dis par exemple aux Camerounais qui sont dans la diaspora, s'ils pouvaient venir investir au Cameroun, ils pourraient profiter de cet accord, eux qui connaissent mieux le marché européen. Et je dis encore que même pour les Camerounais qui sont ici, le fait que ces machines vont coûter moins cher, on peut, n'est-ce pas, en profiter pour investir, pour produire et se frotter à ces produits européens, améliorer la qualité des produits qu'on va fabriquer pour en faire être mieux compétitifs sur le plan national, sur le plan régional et même avec notre Niger voisin. Parce que rien ne nous oblige à produire avec les matériels reçus d'Europe et vendre en Europe. Nous recevons ces produits, on produit ici au Cameroun, on le vend au Cameroun, on vend dans la sous-région et on vend au Nigeria. Donc rien ne nous empêche de le faire. Alors, Aboudi, autour, on va évoluer un tout petit peu. On se rend compte que le Cameroun, dans la sous-région,
s'est engagé seul. Est-ce que cela peut pousser les pays comme le Gabon ou le Congo à signer également cet accord de partenariat? Bon, enfin, je vais commencer par dire que lorsque le Cameroun prétend être un pays respectueux des engagements internationaux, c'est une prétention? C'est un respect sélectif. C'est un respect sélectif. Pourquoi le Cameroun a-t-il respecté la charte, les chartes et les traités de la CEMAC pour mettre en œuvre son APE? Non. Il ne les a pas respectés. Par exemple, l'article 22 de la Convention sur l'Union économique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour qu'un pays, parce que ce que le Cameroun va faire en supprimant les droits de douane, c'est démanteler le TEC. Le TEC qui est le tarif extérieur commun. Et c'est une dérogation à une politique commune, parce que la CEMAC est une union douanière. Pour le faire, le Cameroun aurait dû écrire au président de la commission de la CEMAC. Est-ce que c'est expressément dit dans la loi? Mais cette convention, est-ce que c'est je viens dire article 22. La CEMAC. C'est l'article 22. Je parlais de la convention, puisque la CEMAC, il y a un traité et des conventions annexes. Et je parle de la convention sur... D'accord, parce que ce n'est pas dans le traité voilà, de la CEMAC. Sur l'union économique. C'est de ça que je parle. Et je parle bien. Il y a des articles qui ont été violés par le Cameroun, 20, 21, 22. Je vous en parle parce que c'est le texte que j'ai écrit pour mon journal. Journal d'intégration. Donc, le Cameroun a conduit, peut-être, nous ne discutons plus des opportunités ou des raisons pour lesquelles le Cameroun a signé, mais le Cameroun aurait pu conduire cette affaire avec un peu de respect pour les institutions communautaires. Il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu du tout. Oui, il faudrait quand même faire remarquer, je veux dire, il faut faire remarquer, dans les 6 pays de la CEMAC, nous avons un pays qui est observateur, nous avons 3 qui bénéficient de l'initiative TSA, tout sauf les armes. Il n'y a finalement que 3 pays, c'est-à-dire le Cameroun, le Congo et le Gabon, qui sont véritablement concernés par ces négociations, qui ont intérêt véritablement à négocier. Or, parmi ces pays, il n'y a pas longtemps qu'un président de ces pays était confronté aux élections locales, aux élections nationales, le président Sassou en l'occurrence. Et pendant que nous parlons, le président Bongo est complètement pris par les élections dans son pays. Finalement, ils ne sont ça n'a rien. Ça n'a rien. Je parle de négociations. Ça n'a rien. Alors, vous allez laisser, s'il vous plaît. Vous allez laisser à discuter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous allez laisser, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, c'est un point de vue. Faustin Dicap, s'il vous plaît, c'est un point de vue. Donc vous laissez terminer sur la question, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Je démontrer que le Cameroun a manqué de respect vis-à-vis des institutions communautaires et a violé les textes des institutions communautaires. On vous a compris. La deuxième chose, justement, c'est que le Cameroun, c'est un marché que le Cameroun s'aliène. Parce que le Cameroun, c'est quand même 5% des échanges, 5% des échanges mondiaux avec le Cameroun se font dans la sous-région. Et ces échanges-là sont, pourquoi ça a un intérêt? Parce que le Cameroun est excédentaire. Donc c'est une source de devises, des exportations dans la zone CEMAC. Alors, Faustin Dicap. Le commerce interrégional en Afrique, c'est 15%. Il y a un truc qui m'intéresse là. Le commerce interrégional à la CEMAC, c'est 15%. C'est même moins de 15%. Le commerce interrégional, intercommunautaire. Je parle du Cameroun, c'est-à-dire le pourcentage des échanges du Cameroun avec le monde. Le pourcentage avec la CEMAC, c'est 5% par rapport aux échanges. Tout à fait. Ok, alors Faustin Dicap, attendez, en 30 secondes, rapidement, vous avez la parole depuis. Maintenant, ce qu'on appelle, parce que c'est la question de M. Nana Payon, le Cameroun peut se voir, les autres pays peuvent prendre ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'APE, sinon ils auraient adhéré. Maintenant, comme le Cameroun a adhéré, ils peuvent décider de rétablir les droits de douane sur toutes les importations, leurs importations en provenance du Cameroun. Alors, et ça, c'est un problème. Faustin Dicap, parce que pour vous, désormais, le Cameroun devient un comptoir colonial. Vous persistez aussi. Oui, bien sûr. Attendez, lorsque nous privilégions l'intérêt national, comme les politiques disent d'ailleurs, au détriment de l'intérêt communautaire, où est-ce que nous allons? Le développement de nos jours, que ce soit ici, sur ce continent ou ailleurs, ça se fait au sein des regroupements sous-régionaux. Ce n'est pas parce que le Cameroun
est le premier partenaire avec 36%, je crois, des importations et 46% des exportations au sein de la CEMAC, quand on pense qu'on peut aller seul prendre des décisions qui concernent quand même l'avenir économique de la sous-région. Parce que souvenez-vous que le Cameroun reste quand même le leader de la sous-région. Et c'est le Cameroun qui avait intérêt à mieux négocier ces accords. Mais on se rend compte qu'il n'y aura pas de partenariat gagnant-gagnant dans cette affaire. Okay. C'est les Européens qui vont tout gagner. On vous a compris. De l'autre côté, nous perdons. Nous perdons avec la baisse des recettes douanières. Nous perdons avec la baisse des recettes fiscales. Nous perdons même sur le plan même des échanges. Parce que ce que nous n'avons pas encore élevé ici, il faut le dire, c'est bien beau de signer ces accords. Mais dans les faits, dans la réalité, vous savez que quand un homme d'affaires camerounais doit se déplacer d'ici pour entrer dans l'espace de l'Union européenne, c'est de la mer à boire. Vous déposez une demande de visa, on vous fait traîner 4, 5, 6 jours. 4, 5, 6 jours pour un homme d'affaires, c'est beaucoup. Alors, donc il y a autant de choses qu'il faut régler. Ok, on sort de cette... On va sortir de cette question. On perd 10 milliards chaque année. Voilà. 10 milliards en frais de douane, mais une bonne partie peut être récupérée à travers la taxe à l'intérieur, la TVA notamment. Parce qu'on va améliorer, n'est-ce pas, le système de collecte de taxes à l'intérieur, et avec la TVA, on peut bien récupérer une partie. Voilà. Ça, c'est connu. Voilà, Bobi Okono et Nana Payon vont souffrir, prendre une minute chacun. Avions-nous le choix par rapport à la signature de cet accord de partenariat? Bien sûr, le problème, c'est que nous devons réfléchir par rapport au bien-être de nos citoyens. C'est ça le problème. Les autres le font très bien. C'est-à-dire, je ne lancerai pas la pierre à l'Union européenne d'avoir ainsi procédé, mais je me retourne toujours vers les gouvernants de chez nous. Si on prend le secteur agricole, vous allez voir qu'en Occident, en Europe, comme aux États-Unis, les agriculteurs sont très protégés. Ils sont même financés. Et chez nous, il n'y a pas ce type d'appui de la part des États. Nos États sont déjà assez pauvres. Il n'y a pas. Si vous allez, moi je suis allé aux États-Unis, j'avais quelques morceaux de poulet. On les a sortis de mon sac à l'aéroport. On dit, pas de chicken qui entre ici, là, on protège. Si vous devez manger le poulet aux États-Unis, il doit être un poulet qui a été... voilà. Donc, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire tout ce que nous devons faire, mener comme politique et tout ça doit aller vers l'intéressement des citoyens camerounais. À partir du moment où l'intérêt des Camerounais est assuré, on ne peut que suivre nos dirigeants. Alors, Nana Payon, des experts sont d'avis que le retrait annoncé de la Grande-Bretagne devrait normalement retarder la signature de cet accord de partenariat. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas que c'est un argument qui pouvait rentrer dans le calendrier. Mais je continue de penser que, tel que c'est fait, il va falloir maintenant regarder comment on s'en sort. Et à mon avis, c'est sur nos mentalités qu'on doit le plus jouer. L'Union européenne a signé un accord parce que c'est un avantage pour eux. On sait très bien que de l'autre côté, depuis la montée des BRICS, si on prend seulement le cas de la Chine, les recettes de la Chine font que l'Union européenne cherche par tous les moyens à sauvegarder, à protéger ses intérêts. Maintenant, quand ils ouvrent les barrières, quand ils nous envoient des machines-outils, et que nous allons, dans 4 ans, les avoir gratuitement, si nous avions une véritable politique industrielle, on commencerait à dire aux banques, voilà, cette PME n'aura jamais, même si elle peut importer sans payer des droits de douane, elle ne sera jamais en mesure d'importer des machines qui lui permettront de soutenir un marché comme le Nigeria, au bémol près que le Naira est un élément quand même important sur l'échange qu'il y a entre le Nigeria et notre sous-région. Maintenant, il y a un grand marché. Si on veut avoir de la productivité, c'est-à-dire que si on veut avoir des machines qui peuvent produire 1000 fois plus en même temps, eh bien, il faut qu'on sache sur quel marché on va le faire
Et il y a un expert, un stratège qui dit « If you don't know what you stand for, then you stand for nothing ». La plupart de nos politiques ou de nos entreprises ont un problème de positionnement. Ok. J'existe pour faire quoi et pour quel marché? Merci, cher monsieur. On ne va pas s'attarder là-dessus, Faustin Dicam. On va discuter de ce sujet. Il sera encore d'actualité dans 1, 2, 3 mois. Faustin Dicam. Les pays de la CEMAC ont bien voulu renégocier, continuer à renégocier ces accords et la porte leur a été fermée. C'est écrit en noir et blanc sur le site de la Commission européenne que j'ai consulté ce matin. Ok, merci. Sans transition, on va prendre la deuxième thématique consacrée à ce programme qui parle de l'ENAM, la problématique de la tricherie de ce côté-là. 5 tricheurs pris la main dans le sac à l'École nationale d'administration et de magistrature. La question, je vous la pose d'abord à vous, Christophe Bobio-Kono. En premier, vous allez comprendre certainement pourquoi, parce que on vous a lu sur cette question-là. Alors, la question, est-ce que cela peut constituer, cette histoire, cette problématique de tricherie, est-ce que cela peut constituer une surprise? Non, pas du tout. D'abord, vous savez que le code pénal vient d'être révisé. Le président de la République l'a promulgué. Si vous voyez les dispositions qui concernent la tricherie, elles ont été renforcées. Et ensuite, parce que je pense que l'école doit produire des produits de qualité. Et donc, ce n'est pas là-bas qu'il faut commencer à apprendre à tricher. Et pour moi, pour dire vrai, on a commencé une petite enquête sur cette question-là, mais qu'on n'a même pas. Parce que pour nous, c'est un fait banal. Il a un très grand impact, une très grande résonance sociale, parce que quand on dit que des étudiants ou des élèves de l'ENAM sont renvoyés pour tricherie, on voit déjà des gens qui perdent un emploi, puisque c'était déjà des élèves fonctionnaires dans une école que beaucoup de gens, dans laquelle beaucoup de gens veulent accéder. Mais je pense que si vous trichez et qu'on vous sanctionne ainsi, c'est une bonne chose. Pour moi, ça devait être la banalité. Voilà, ça devait être comme ça, parce que tout acte doit être sanctionné. S'il est positif, il doit être sanctionné positivement. Et voilà comment je le dis de manière simple. Docteur Ariel Mitidem, est-ce que cette situation est de nature à remettre en cause la qualité des produits de l'ENAM? Vous sortez de l'ENAM, vous êtes un tricheur. Est-ce que oui, cela jette un discrédit, n'est-ce pas, sur cette institution, et sur tous ceux qui, on va dire comme ça, qui sont sortis de là. Et ça impose un problème général, un problème de fond. C'est notre éducation, notre système éducatif qui prend un coup. Parce que là, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Je vous comprends bien, le fait de sanctionner... Non, le fait qu'il y ait cette tricherie. Le fait qu'il y ait des tricheurs à l'ENAM. C'est pas la sanction en elle-même qui pose problème. C'est le fait qu'il y ait des tricheurs à l'ENAM, dans cette institution, qui est supposée être une institution d'élite, qui forme l'élite de notre administration. Alors, quand on regarde tout le parcours, ces tricheurs ne sont pas devenus tricheurs à l'ENAM. Ils étaient déjà tricheurs avant d'entrer à l'ENAM. Ils étaient peut-être même tricheurs avant d'entrer à l'université. Cela pose un problème de fond. Il faut regarder notre système éducatif. Et cela pose un problème de mentalité et d'éthique dans notre société. Il faudrait bien qu'on revienne aux valeurs morales. Et ça, c'est très important. Et qu'il y ait des sanctions comme ça, c'est une sanction isolée, ça ne rend pas compte de la réalité. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'il y ait ce cas de tricherie, ça ne rend pas compte de la réalité. Elle est profonde. Nous avons là, ça nous interpelle sur le fait que nous sommes dans une société où les gens veulent arriver au bout de la chaîne, au bout de l'échelle, par tous les moyens. Par la facilité. Par la facilité. Et nous ne questionnons pas généralement. Au Cameroun, on ne questionne pas les moyens par lesquels on est arrivé. C'est la fin qui justifie les moyens. Cela pose un problème. Quand vous voyez un jeune qui se pointe avec des millions et qui les claque, tout le monde se met tout petit devant lui. On l'appelle soit grand frère, soit ceci. On l'appelle président. Ça pose un problème. Et nous, jusqu'à que l'institution qui est justement chargée de combattre ce genre de choses, on a fait la promotion. On a vu notre administration, dans ce pays, on a vu un FEMAN, comme on les appelait à l'époque, être reçu en prime time par le Premier ministre. Cela, ça pose un problème. Et on sait que le sort qui arrive. Il y a longtemps, c'est vrai. Non, c'est pas il y a très longtemps. Il fait allusion à Donatien. Tout à fait. On connaît le sort qui arrive. Il faudrait qu'on cesse de promouvoir ce genre de choses qui ne sont pas des valeurs et qu'on aille aux valeurs morales. Faustin Dicam, il y a quand même une question. On sanctionne les tricheurs,
Et ça fait problème, pourquoi? Normalement, ça ne devrait pas faire problème. Mais comme nous sommes dans un pays où on sacralise la tricherie, eh bien, ça doit faire problème. Moi, je pensais qu'on devait plutôt féliciter le directeur général de l'ENAM pour ses actes salutaires, pour redorer le blason d'une institution qui a été longtemps traînée dans la boue par des affaires que nous connaissons. Je faisais mes petits calculs l'autre jour et je me suis rendu compte que dans le cadre de l'opération Épervier, 90% de ceux qui sont à l'intérieur de la prison de Koningui et de la prison de Douala sont des produits de l'ENAM. Vous voyez que ça jette un discrédit sur l'institution. Donc, lorsque un directeur général comme celui-là arrive et se rend compte que les gens ont institutionnalisé la tricherie et qu'il veut tordre le cou à cette façon de faire, j'ai honte de voir des gens qui se lèvent et qui disent non, il n'aurait pas dû. Lorsque le président de la République allait pour le cinquantenaire de cette institution, dans notre journal, nous avions émis des réserves. Nous avions dit que le président n'avait pas à aller donner sa caution morale à une institution qui fabrique des criminels économiques. Mais aujourd'hui, quand il faut sanctionner des gens qui trichent à l'entrée comme pendant les cours, eh bien, les gens se lèvent et on dit non, il faut pas sanctionner. Mais si on ne sanctionne pas, l'ENAM va cesser d'être l'ENAM. Autre chose, il faudrait que l'ENAM soit éclaté. L'ENAM est restée l'une des institutions, l'une des rares institutions au monde aujourd'hui qui abrite en même temps les magistrats, les inspecteurs des impôts, ainsi de suite. Partout ailleurs, il y a une école des impôts, comme à Clermont-Ferrand en France, il y a une école de magistrature, il y a une école, ainsi de suite. Parce qu'il y a un problème au niveau de la lutte contre l'assainissement des biens, de la fortune publique et des dérapages qu'on constate dans nos administrations. Lorsque Bobby Okono est de la même promotion que moi, et que lui, il est magistrat, moi, je suis inspecteur des impôts, et qu'un matin, il trouve que mon dossier de détournement se retrouve sur sa table, vous croyez qu'il va juger de cette affaire avec un sentiment? Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faut peut-être penser déjà à éclater cette institution, mais il faut saluer l'acte du directeur général de l'ENAM et l'encourager à aller de l'avant pour que l'ENAM redore son blason et cesse d'être ce qu'elle n'aurait pu être. Alors, Aboudi, pendant qu'on parlait des tricheurs sanctionnés, il y en avait qui étaient contre et même pour. Après, une autre histoire éclate au grand jour. On parle des copies qu'on a retrouvées comme ça par quelle alchimie, des copies non corrigées d'un concours de l'ENAM. Y a-t-il un problème au sein de cette institution? Bon, je pense que c'est un... Comment on va dire? C'est-à-dire que... Vous savez, quand vous voulez changer des habitudes, ce n'est jamais évident. C'est-à-dire que vous allez avoir tout le mal. En fait, les autres qui ne veulent pas changer les habitudes, vous allez les avoir contre eux. Parce que c'est... Contre vous? Contre vous, autant pour moi. Parce que cette affaire de copie-là, c'est vrai, je n'ai pas spécifiquement travaillé sur la question, mais j'ai essayé de me renseigner sur cette affaire de copie. Et ce qu'il en ressort, c'est que, vous savez... dans certains concours et même dans certains examens, il y a des notes éliminatives. Il y a des notes éliminatives, c'est-à-dire qu'on peut dire pour avoir un baccalauréat, c'est celui qui a 0 en mathématiques. Même s'il a 100 sur 100 dans toutes les autres matières, il ne peut pas avoir son baccalauréat C. Et donc, si on prend les copies, on corrige les maths, les gens qui ont 0 là, on ne corrigera plus jamais. La suite, oui, puisqu'ils ont 0 en mathématiques, tu ne peux. Et si la loi, les critères sont tels que si vous avez 0 en mathématiques, vous n'avez pas le bac C, ça ne sert à rien de continuer à corriger vos copies. Et il y en a qui viennent le premier jour et puis le dernier jour ne viennent plus aussi. Par exemple, il y en a qui viennent le premier jour et ne viennent pas le dernier jour, vous ne pouvez plus réussir. Et donc, ces copies-là sont donc de cette vague-là. Ces copies non corrigées qu'on a retrouvées. Parce que l'information tendait à faire croire qu'en fait, on ne corrigeait pas du tout les copies lors des concours d'entrée à l'ENAM et qu'on décidait... Non, mais on corrige, sauf que... Non, je veux dire que l'information véhiculée... L'information véhiculée. Voilà. On a essayé de véhiculer par ces copies, c'était de dire qu'on ne corrige pas du tout les copies et qu'on faisait, je ne sais pas... En fait, on ne sait pas, parce que jusqu'ici, c'est maintenant avec l'arrivée de M. Menzana que, effectivement, les concours se déroulent dans les règles de l'art. Vous savez très bien qu'il y a une époque ici où on vous présente les copies des étudiants de l'ENAM. Quand vous lisez ces copies, vous constatez que des étudiants de l'ENAM conjuguent les adjectifs et accordent des verbes. Nous avons vu ça dans ce pays. Là, c'est grave. Il faut que ça s'arrête. Ferdinand Nana Payon, et puis c'est une institution du mérite. Oui, vous terminez en 30 secondes rapidement. Je n'avais pas terminé. En fait, je ne sais pas, ça dit c'était copie de 2014. Et M. Toussaint
Menjana est arrivé en 2013. Donc ça s'est passé sous lui. Mais l'information que moi j'ai eue, c'est que ces copies font partie du lot de ceux dont j'expliquais là. Ça ne va pas pour autant dire que je suis en train de dire que tout est clean pour entrer à l'ENAM. Justement, parlant de cette entrée, Nana Payon, l'entrée à l'ENAM, est-ce qu'on peut dire échappe-t-elle aujourd'hui aux pratiques telles que le népotisme, le tribalisme ou alors le favoritisme? Bon, je ne sais pas pouvoir le dire parce que je... À distance, vous avez quand même... Je pense que quand un dirigeant d'une institution comme celle-là dénonce des tricheurs, le rend public, ça veut dire qu'il a un souci de gouvernance. Et je crois qu'il convient, comme les juges le disent, l'intime conviction peut faire penser que la suite par rapport à vos questions, ce sont des choses qui se passent plutôt dans des meilleures conditions. Mais avant de réagir, je ne peux pas, je suis un peu gêné lorsque j'entends mon jeune et brillant frère, Faustin Djikam. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Oui, dire que j'ai retenu une de celles-là qui m'ont un peu heurté, parce que je n'ai jamais fait le concours de l'ENAM, je n'ai pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est un endroit où on forme des brigands. Des criminels économiques. Des criminels économiques. Vous ne m'avez pas bien suivi, M. Payon. Ah d'accord. Ce que j'ai voulu dire. Non, ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit ici, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'en faisant des petits calculs, beaucoup de ceux qui sont vous avez dit 90% de ceux qui sont à Kondengi. Oui, qui sont à Kondengi. Et c'est ça qui fait penser que l'ENAM, aujourd'hui, fabrique des criminels économiques. Voilà. Donc, et c'est pour ça que nous ne voulions pas que le président aille là-bas donner sa caution. Ce n'est pas ce que je n'avais pas compris que vous aviez dit que c'est ça qui fait penser. Il a précisé. Mais j'aimerais que les statistiques de Faustin aillent plus loin sur ces 90% qui sont à Kondengi, qui disent que le pourcentage de ceux qui sont aux affaires, quel est le pourcentage de ceux qui sont aux affaires qui sortent de l'ENAM? Ça sera plus... Mais il n'y a pas de pourcentage. Il n'a pas fait une étude scientifique. Voilà. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas un travail scientifique, c'est une observation empirique. Tout à fait. C'est juste une observation. Il y a des jeunes, il y a des jeunes qui rêvent d'entrer à l'ENAM. Justement. Mettez-leur d'entrer à l'ENAM par le mérite. Nous parlions... Ne vous faites pas perdre le temps par des discussions, répondez simplement. Nous parlions de tricherie. Nous parlions de tricherie pour ne pas être... Est-ce qu'il n'y a pas de tricheurs là-bas? Non, nous parlons de tricherie. Et comme je ne voudrais pas être hors sujet, je vais vous faire une anecdote que j'ai vécue à un endroit, au marché de Nkomotou, où j'ai parfois l'occasion de me rendre le dimanche. Des anciens fonctionnaires, instituteurs, etc., causent entre eux. J'entends un dire « si planches. Combien de scieront 600 planches ?» Et il se jette des questions comme ça. Ma tante danse dans sa tante danse. Mais où est donc Ornica? Ça, quand nous étions à l'école primaire, on nous apprenait des choses comme ça pour qu'on ait des repères. Aujourd'hui, les jeunes, je pense que les parents aussi ont démissionné parce qu'ils sont fatigués. Ça, c'est très bien. Les parents ont démissionné parce qu'ils sont fatigués, mais aussi parce qu'ils sont peut-être seuls à devoir suivre. Ma fille me racontait hier qu'à Soie, première année, elle a des camarades à l'amphi, ils prennent des notes et il se trouve que sa voisine prend des notes et toutes les 2 lignes, il y a des fautes graves. 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 4e fois, elle n'en pouvait plus, et c'était au début de l'année, elle lui demande: tu es anglo? Elle lui dit non, je suis francophone. Et elle lui demande pourquoi. Elle lui dit que non, je demandais juste. Monsieur Bouba Ngomna, j'ai posé la question à beaucoup d'enseignants. Je suis vendeur de livres. Vous voyez, je ne prêche pas pour cette chapelle-là seulement. J'ai demandé à beaucoup d'enseignants, j'ai dit, prof, comment vous faites quand vous corrigez, quand vous avez les mémoires ou bien les thèses? Comment vous faites? Beaucoup, aujourd'hui, non seulement sont incapables de vous rédiger quelque chose, mais quand ils vous envoient un SMS, ils s'offrent le luxe d'utiliser le langage. Je crois qu'il va falloir que les parents, au moins à la maison,
interdisent ce genre de pratique. Parce que le réflexe d'écrire quelle heure et d'écrire KEL, on le retrouve lorsqu'on fait une note à son supérieur hiérarchique dans l'administration ou bien dans l'entreprise. Ok, on vous comprend. Ça veut dire que dès la maison, il va falloir résoudre s'il vous plaît, vraiment, c'est très sérieux le sujet que vous avez évoqué. Vous terminez donc en 30 compris secondes. qu'on n'avait pas le temps pour qu'on évoque ça beaucoup plus en long. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on dise, voilà, on va retenir 10 qui vont montrer l'exemple, et ceux qui ne peuvent pas, qu'on ne les prenne pas. Que ce monsieur qui veut être professeur de français, et sur sa demande, indique que je voudrais être professeur de français, écrit professeur avec 2 F, eh bien, qu'on considère que depuis l'école primaire, ce monsieur a été trompé et qu'il a autre chose à faire. Même s'il est passé par l'école normale supérieure, il a autre chose à faire que d'enseigner le français à des enfants dans nos établissements. Alors, Christophe Bobiokono, je pense que le code pénal prévoit quand même des sanctions. Bien sûr, mais je ne les ai pas en tête. Mais je voulais qu'on revienne effectivement, comme vous êtes en train de le faire, au cœur de l'affaire. Lorsque vous avez quelqu'un qui se pointe et qui fait un chantage, parce que nous, on a un peu enquêté, à un dirigeant d'une école en disant: si je viens, voici les copies, vous ne corrigez jamais les copies, je vais aller dire que vous ne le faites jamais, je vais créer un scandale dessus. Si vous ne voulez pas du scandale, que vous inscriviez mon nom dans la liste des admis de l'année prochaine et tout ça, ça enlève tout crédit à une telle affaire. Voilà là où... Et cette personne n'a pas été arrêtée? J'ai été... Parce qu'il fallait quand même... Si, il a été interpellé, et elle la demande même avec l'appui du ministre de la fonction publique. Je crois qu'il a été inculpé, qu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Voilà le problème, à mon sens, le vrai problème qui se pose par rapport à cette affaire-là. Parce que, vous savez, chez nous, en journalisme, on dit qui dit quoi? Vous avez quelqu'un, un maître chanteur, qui vient dire quelque chose, ça devient quand même difficile d'accorder du crédit à ce qu'il dit. Cela étant, je crois qu'il ne s'est trouvé personne ici sur ce plateau, c'est pour dire autre chose. Nous tous, nous condamnons, tous les Camerounais de bonne moralité vont condamner, j'allais dire, la tricherie, le chantage et tout. Et je pense que le problème de notre société, c'est qu'on permet qu'il y ait des débats en tout. Il y a des principes qu'on doit accepter comme des principes et pour lesquels, qui doivent être respectés comme tels. Parce que je suis, moi, très sincèrement, malheureux d'apprendre qu'on dit « mais il a sanctionné tel parce qu'on a découvert qu'il trichait et pourquoi pas tous les autres ?» On ne peut pas sanctionner tous les autres parce qu'il faudrait les découvrir pour les sanctionner. Et maintenant, l'école est interpellée, les étudiants sont interpellés, les enseignants sont interpellés. Si jamais on trouve d'autres tricheurs, qu'on le dise à monsieur le directeur général de l'UNAM, « monsieur, il y a tel qui triche », il y a tel qui s'il ne sanctionne pas, à ce moment-là, ça devient un problème de monsieur le directeur général de l'UNAM. Autrement, je pense que nous perdons beaucoup de temps pour des sujets qui n'en valent pas la peine. Alors, docteur Ariel Nitedem, on parle aussi des complicités à l'intérieur. Certains responsables qui ont aussi été sanctionnés. Oui, bien sûr. Cela se fait avec des complicités et c'est tout à l'honneur du directeur qui a pris les taureaux par les cornes, qui a sanctionné. Et il faudrait que les autres directeurs suivent, il faudrait que les autres responsables des institutions de formation suivent. Et la tricherie est prégnante dans notre société, ça il faut le reconnaître. Et ça tire le niveau vers le bas. Ça tire le niveau vers le bas. Et vous allez vous rendre compte, si vous enseignez à l'université, c'est à partir du master que l'étudiant commence véritablement à rédiger de façon acceptable. Et encore, quand vous dirigez les mémoires, vous êtes surpris de ce que vous voyez sur ces mémoires. Donc, et puis, les mémoires, généralement, c'est en Master 2. Master 2, c'est déjà à l'entrée du doctorat, c'est la recherche qui commence. Quand on voit le niveau de locution, le niveau de rédaction, c'est déplorable. Donc, il faut, comme j'ai dit, il faut reformer notre système éducatif, revenir au fondamental et commencer au niveau le plus bas pour remonter. Il y a un problème. On a laissé le système se liquéfier. Et beaucoup de choses sont rentrées, on a laissé beaucoup de fondamentaux qui faisaient la force de ce système. Je peux vous dire que quand vous sortez de ce Cameroun avec un bac, il était très respecté ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas encore, ce n'est plus le cas. Et ça pose des problèmes. Alors, Aboudi Otou, d'aucuns ont très facilement dit que c'est les enfants des pauvres qui ont été exclus. Mais parmi ces enfants, il y a quand même les fils des milliardaires. Ça n'a rien. D'abord que pour entrer à l'ENAM, comment on va dire, la réputation, ce n'est pas toujours que ce sont les enfants des pauvres qui y vont, hein, donc on ne peut pas opposer cet argument. Ce que moi je voudrais dire, c'est que
au-delà de la famille et je sais pas, l'école et tout ça, c'est la société qui est malade. Parce que moi, c'est ce que je vois, c'est la société qui est malade parce que même dans l'administration publique, même à la maison, à l'école, on voit des contre-valeurs ou bien des contre-modèles érigés en modèles. Oui. C'est-à-dire, comment on promeut le genre dans nos administrations? Est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est la compétence qui compte toujours? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est qu'un homme respectable chez nous dans notre société aujourd'hui? C'est celui qui claque celui qui farote. Je vais vous raconter. C'est le faroteur. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais. C'est eux qu'on appelle ici, que les Ndoumbènes appellent président et tout et tout. Je vais à Obala. Au péage, une dame me donne un ticket et je regarde le ticket, ça marque la date d'hier. Je dis non, madame, vous ne pouvez pas. Je veux le ticket qui marque la date d'aujourd'hui. Mais tout le monde s'est versé sur moi. Oh, monsieur, vous voulez montrer quoi? Ça dit, tout le monde s'est versé. Ça dit, Tout le monde est tombé sur vous, hein? D'accord. On vous a compris. Alors, on sort par là rapidement avec vous, Faustin Dikam. Que doit-on retenir finalement? Non, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut qu'on retourne à la République au sens où Karl Marx le comprenait, c'est-à-dire avec des valeurs qui sacralisent le mérite. Vous voyez, Aboudi parlait de cet inversement, de ce dénivellement des valeurs par le bas qui gouverne désormais notre quotidien. Ce n'est pas normal. Il faudrait que les gens arrivent à des postes de responsabilité, que des gens rentrent dans des grandes écoles par le mérite et non par des critères très subjectifs comme c'est le cas en ce moment. Et il faudrait encourager ces hauts responsables qui veulent vraiment tordre le cou à cette façon de faire. Vous savez bien qu'en dehors du directeur général de l'ENAM, le ministre de la fonction publique lui-même, qui est un homme totalement rigoureux, comme tout le monde le sait, peut-être qu'il a des formations professionnelles d'être magistrat, mais il s'est attaqué à un dossier... Il sort de l'ENAM. Oui, il sort de l'ENAM, mais pas l'ENAM d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que... Il y a des brillants produits qui sortent de l'ENAM d'aujourd'hui. Même d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour dire... Si vous voyez ceux qui dirigent... Il s'est attaqué au dossier... Je disais donc que le ministre de la fonction publique s'est attaqué au dossier des fonctionnaires véreux et autres, des fonctionnaires fictifs, pour nettoyer un tout petit peu le cadre administratif de la fonction publique. Mais je vous assure qu'il est aussi confronté aux mêmes réalités que le directeur général de l'ENAM aujourd'hui. Merci, cher monsieur. C'est sur cette note que nous allons mettre la clé sous le paillasson. On va peut-être permettre à nos téléspectateurs de suivre aussi cet hymne consacré à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce texte qui exprime donc le sentiment de joie et de fierté qui anime la majorité des Camerounais qui ont, avec beaucoup de ressentiment, enduré une très longue attente l'organisation de l'événement prestigieux qu'est la Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun, c'était en 72, donc il y a 44 ans. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi quand il sera à 23 h. D'ici à là, gardez le sourire et je vous laisse en compagnie de cet hymne de la Coupe d'Afrique des Nations.